tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sales V. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marwan. Marwan Wada, je te laisse te présenter. Donc, en gros, ex de l'Emlist, multi-entrepreneur d'un coup. Le jour où tu t'es réveillé, tu t'es dit, je lance plein de trucs en même temps. T'as pas fait les choses comme les gens. Donc, euh, donc voilà, Marwan, je te laisse te présenter un peu. Merci d'avoir accepté de venir. Bah, déjà, merci à toi, Youssef, pour l'invitation et pour la présentation. Je vais essayer de faire très vite, mais du coup, ex-sales chez Lemlist, j'ai fait un an où je suis passé avec eux de 3 millions d'ARR à 11 millions d'ARR. Ensuite, je suis parti dans une boîte très early qui s'appelait Refty pour faire le go-to-market. Donc, j'ai arrêté d'être sales et j'étais plus sur du growth, tu vois. Où là-bas, j'ai aiguisé mes compétences en contenu et en marketing. Du coup, je suis plus un sales marketer en vrai, un profil un peu hybride. Et aujourd'hui, euh, je lance plusieurs boîtes, mais, mais la principale, c'est Track, qui est un SaaS qui permet aux créateurs de contenu de se créer sa petite content machine et de centraliser toute sa création de contenu en un seul endroit, que ce soit les réseaux sociaux, son article de blog, sa newsletter, ses podcasts, peu importe. Donc voilà, ça c'est le gros du gros. Et puis après, à côté, il y a des micro SaaS, comme NCRM, qui est un CRM dans Notion, et un vrai CRM dans Notion. Et on construit encore plein de petits trucs à côté. Mais ça, j'en parlerai quand ce sera plutôt plus live, tu vois. Pour le moment, il y a Track et NCRM qui sont live. Moi, j'ai eu la chance d'utiliser Track il y a un an, c'était encore en bêta. Il y a eu C'est plein de vrai, putain. problèmes entre-temps, etc., etc. Et tu m'as dit que ça s'est développé de dingue. Moi, j'avais déjà validé l'outil. Donc voilà, ça c'est plus personnel que je recommande. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu parler de tout ça. On est souvent en contact, mais je t'ai invité suite à un post que tu as mis sur l'échec. Et donc, tu as Ouais, dit que voilà, sur LinkedIn, je me rappelle plus du post, hein, mais ça c'est une réflexion personnelle. Sur LinkedIn, tout le monde te parle des réussites, etc., mais personne ne parle des échecs. Et ça, c'est un truc qui est un peu saoulant. Et donc, tu as l'impression quand le gars te dit, oui, j'ai échoué, c'est souvent bien après avoir passé la tempête. Il a levé ses millions d'euros après ça, et puis il te raconte un échec par la suite. Tandis que des gens qui te partagent les échecs en cours, il y en a très très peu. Et ouais, justement, ben, l'objectif, c'est venir parler un peu de ça et discuter un peu en tant que sales, quelle place l'échec a au final là-dedans. ouais. Bah ouais, le post, c'était ça, c'était de dire, l'accroche du tout début, c'était, j'aimerais trop qu'il y ait un podcast qui parle que d'échecs, tu vois. Parce que, euh, Parce que moi, j'estime que t'apprends de ouf des gens qui ont échoué. Et après, il y a eu des débats dans les commentaires qui disaient oui, mais tu vois, il faut des gens qui ont réussi après l'échec parce que c'est là où t'apprends et tout. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que quand t'écoutes un podcast, c'est à l'auditeur de récupérer de la valeur, tu vois. Euh, et donc, du coup, tu peux récupérer de la valeur dans des gens qui ont juste purement échoué, tu vois, qui ont monté une boîte et qui se sont éclatés parce que c'est dur de monter une boîte et parce que tout le monde échoue, tu vois. Et t'es pas obligé d'avoir réussi après pour avoir la crédibilité de partager ton échec en disant, eh ben moi j'ai échoué et après j'ai réussi, tu vois. Des fois, juste t'as échoué et c'est pas grave. Et il y a des gens qui peuvent apprendre de cet échec, tu vois. Et t'es pas obligé de toujours parler de ta réussite. Et moi, je pense que c'est important, tu vois. Il y a plein de choses où j'ai complètement fail, et c'est tout, tu vois. Genre, ça a fail et voilà. Et après, je pourrais parler de réussite parce que j'ai continué, mais j'aurais pu arrêter et puis c'était juste un échec, tu vois. Là, je me dis, tu as de la chance d'être en bootstrap parce que je m'imagine, si tu avais des investisseurs de l'autre côté, ils voient un post comme ça, ils se disent, oh là là, le Bah SaaS non, là qui est en mais train d'être développé, c'est euh, foutu. non, je pense que ça dépend en vrai. Franchement, ça dépend. Moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut être transparent à fond sur les. Plus t'es transparent, plus les gens comprennent ce que t'es en train de faire, tu vois. Et que si tu fais de la merde, mais que t'es transparent, ça passe. Tu vois, j'ai un échec tout bête. J'ai sorti ma formation, je l'ai lancé, ça a floppé, tu vois, selon moi. Gros Je sais échec, j'avais le pas. seum. Donne-nous les chiffres d'inscription. Bah, je crois qu'on a fait peut-être, je sais pas, 3007 de ventes, un truc comme ça. Enfin, ça fait une vingtaine de clients, un peu plus. Carrément, ça m'a tellement saoulé que j'ai pu regarder, tu vois. Et mais en fait, après, quand je prends du recul, bah, c'est normal, j'ai pas mis toutes les chances de mon côté. J'ai jamais vendu de formation. C'est un business à part entière. Alors que moi, je pensais que ça allait être un petit truc en mode facile à faire, tu vois. Alors que non, c'est compliqué. J'avais pas de tunnel de vente. J'avais rien, tu vois. Et puis j'idéalisais le truc en me disant, je vais faire un gros lancement, ça va être trop stylé, on va faire trop de cash. Parce que moi, j'avais vécu ça dans mes précédentes expériences, tu vois. Mais dans les faits, là, j'ai fail.
Et c'est nul, tu vois, j'ai fait de la merde. Bon, en l'occurrence, je vais pas m'arrêter, je vais continuer, je vais améliorer le funnel, je vais changer les trucs pour que ça close mieux et tout, tu vois. J'ai pu spotter les trucs qui faisaient que ça allait louper. Mais tu vois, là, ça a fail la formation. Track, ça a fait 1 an de fail avant d'avoir les bons associés et de développer les choses proprement. Même encore aujourd'hui, on fail dans certains trucs parce que dans le développement de la roadmap, j'ai fail. En vente, il y a plein de deals que j'ai loupés, tu vois. Enfin, franchement, je fail tout le temps, hein. Je fail Et plus que je réussis. ça, c'est une belle phrase d'espoir, on va dire ça comme ça. Parce que franchement, je t'avoue, voilà, moi, on en avait discuté justement, quand tu es sur LinkedIn, tu as toujours l'impression que tout le monde réussit, ou même sur YouTube, hein, YouTube, Insta, etc. Tu as l'impression que tout le monde réussit, et quand tu es en train de construire quelque chose, c'est très très dur psychologiquement Ouais. parce que tu compares ta réalité intérieure avec la réalité extérieure, ce que les gens veulent communiquer. Et vu que l'idée de ton podcast, elle est bien, mais la vérité, c'est que très 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 peu de gens viendraient assumer les erreurs s'ils n'ont pas réussi derrière. Parce En qu'on fait, reste humain et ça fait mal. tu vois, l'autre problème aussi, c'est que les gens, ils se comparent alors qu'on n'a pas les mêmes timelines. Genre, tu sais, un sales qui va débuter, il va falloir se comparer avec, je sais pas, les sales qui donnent des tips en cold call ou je sais pas quoi. Excuse-moi. Alors que ces gens-là, ils ont fait, je sais pas moi, 10 000 calls avant, tu vois. Mhm. Et sur les 10 000, ils en ont réussi 1000, tu vois, genre, mis encore, tu vois. Ouais, Et, encore. mais donc, du coup, ils sont pas sur les mêmes timelines. Genre, en fait, un amateur, il va se comparer avec un expert, alors tu vois, il devrait plutôt se comparer avec l'expert, mais à ses débuts, tu vois. Et Mhm. c'est ça le problème. Il y en a plein qui se disent, vas-y, moi je me compare avec lui parce que c'est un influenceur LinkedIn, il est trop fort et tout, je vais apprendre et tout. Et ton influenceur LinkedIn, il m'envoyait des messages avant pour me dire merci de liker mes posts. Et puis tout le monde faisait la même chose et puis je faisais pareil. Et c'est comme ça, tu vois. Tout le monde commence à un début. Et sauf que nous, on se compare, genre, on, on compare notre début, tu vois, peu importe du projet ou notre carrière, à la fin de celle des gens, tu vois. Et ça marche pas. Et justement, je parlais un peu de ça avec Kevin Dufresne. Lui, il a une théorie et à ce moment-là, ça faisait 1 an et demi on a parlé de ça. J'y croyais pas trop, mais avec le temps, franchement, je dois dire qu'il avait raison. C'est, ouais, derrière tout ce que tu vois sur LinkedIn, les gens hyper transparents, tout le monde fait des trucs sales. Sale, ça veut dire quoi? C'est, on n'est pas dans l'illégalité, hein, mais juste ce truc-là où tout le monde te parle, oui, l'inbound, etc. Toi, tu te compares à lui, toi, tu fais un post, il a 10 likes, tu vois que tout le monde a 100, 200, 300 likes, et finalement, bah, c'est ce truc-là de, s'il te plaît, va aimer mon post. Qu'est-ce que tu vois le plus en tant que sales? Parce que c'est bien, ok, la transparence, c'est cool, mais j'ai jamais vu quelqu'un dire au début, oui, les gars, j'envoyais des messages, dire, s'il te plaît, like mon post. Tu vois, c'est quoi que tu vois sur le marché, le truc qui n'est vraiment pas assumé, mais que tout le monde fait? Dans du sales, Ouais. bah, je sais pas, le sales, ça reste quand même un endroit où tu peux pas trop mytho parfois, parce que les chiffres, ils sont là, tu vois. Mais non, mais ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui te mytho sur les performances en outbound, tu vois. Qui te disent, nous, on est Mhm. trop fort, on a craqué l'outbound, on a fait ci, on a fait ça. Putain, je sais pas si t'entends le klaxon, il me saoule un peu, sinon je ferme la fenêtre. Ouais, mais ça va. Tu vas la fermer? Vas-y, vas-y, mais ça me prend 2 secondes, mais les gens, ils sont trop excités à Paris pour pas grand-chose là. Et non, je disais, tu vois, c'est l'outbound. C'est l'outbound. Tout le monde te dit, ouais, moi je fais 14% de taux de réponse, je suis un malade et tout, je suis trop fort. C'est faux, tu vois. Mhm. Bah, franchement, tout le monde est en PLS. Moi-même, j'étais en PLS, tu vois. Alors que j'ai fait de l'outbound, j'étais chez la Miss, je sais comment ça marche. En copywriting, je suis pas dégueu. Tu vois, c'est difficile. Euh, et les gens, ils ont tendance un peu à mytho un peu sur ça en disant, ouais, moi je suis trop fort, quand je fais de l'outbound, ça marche, on me répond, on fait ci, on fait ça. Non, tu vois, c'est pas vrai. Et, Moi, je l'ai fait sur le recrutement. On faisait des vidéos personnalisées pour chaque personne qu'on contactait. Ça ne nous empêchait pas d'avoir des taux de réponse qui étaient mauvais. Les gens, ils ne répondaient pas, ils ne calculaient pas. Ça pouvait être de notre faute, ça pouvait être de la faute du marché. Sur ça, tu vois, tout le monde idéalise trop l'outbound. Après, maintenant, je suis un peu pro-content. Donc, tu vois, pour moi, l'outbound, c'est un peu... c'est pas que c'est mort, mais il faut vraiment le réinventer. Mais les gens, ils idéalisent encore un peu trop l'outbound à mon goût. Et du coup, ils continuent à vendre des choses qui, en vrai, ne fonctionneraient pas, tu vois. Ils vendent du rêve, puis après, ils t'accompagnent sur des séquences. Alors qu'avant, en fait, ils ont même pas regardé si ton produit il était bon. Les séquences, elles sont pas ouf, hein. Tu vois, ça, c'est un peu un truc où j'ai l'impression que tout le monde mytho un peu, quoi. j'ai pas envie de me disperser, mais tu m'intéresses vraiment quand tu me parles de ça. L'inbound, outbound, t'en entends parler beaucoup. On parle beaucoup d'outbound, inbound, bref, ce terme-là vient souvent.
Comment est-ce que tu vois le futur de l'outbound? Parce que maintenant, avec des outils comme les Limlist, ok, ils ont fait du bien aux marketeurs initialement, à court terme, mais à long terme, il y a beaucoup de concurrence et tout le monde est hyper targeté. Même la personnalisation, bon, à part si tu fais des vidéos, comme tu as dit, c'est hyper chronophage. Il y a cet aspect-là de outbound, inbound, où j'envoie du contenu, etc. Comment est-ce que tu vois les tendances actuelles et Ouais. surtout futures? Moi, il y a un truc un peu, c'est un truc un peu philosophique, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que là, dans notre écosystème, dans notre petite bulle et tout de start-upers, euh, le marché, il fait que tu peux plus lever des millions, recruter plein de sales et appeler toute la planète, tu vois. Mhm. Et en fait, tu survis comme ça. Tu penses que tu vis, mais en vrai, tu survis. Parce que le jour où il y a une crise, bah, on le voit là, ça licencie à pleine balle, hein. Là, personne ne le dit, mais ça licencie les sales à pleine balle. Tout le monde est en PLS, tout le monde veut sauver le dernier quarter, tu vois. Et du coup, moi, ma philosophie sur ça, ma vision, si je me projette un peu sur du long terme, c'est que les boîtes, elles vont devoir apprendre à avoir des meilleurs produits et à vendre leurs produits sans forcément avoir des armées de sales, tu vois. Donc ça fait qu'on va avoir des boîtes qui vont se concentrer sur leurs produits. Donc quand tu vas avoir un bon produit, tu peux pas tout faire. Donc on va avoir des produits spécialisés, des plus petites équipes qui font des bons produits, des bons tools, etc., etc., tu vois. Elles vont obligatoirement, du coup, pour moi, c'est un peu le futur aussi, faire du contenu pour faire connaître cette boîte-là. Et pour moi, le sales, son métier, ça va plus être de scraper LinkedIn, d'envoyer des séquences et tout, ça sert à rien. Ça va être, tu vois, de passer du temps sur les users qui ont de la valeur. Et donc, le sales, il va contacter la personne qui a ouvert 3 fois un email du marketing, qui a fait un sign-up et qui, tu vois, qui a le bon ICP, tu vois. Et il va contacter cette bonne personne-là avec le bon message au bon moment et vraiment de manière personnalisée, tu vois. Moi, je fais plus de prospection avec des outils d'automatisation, par exemple. J'envoie juste un message à la bonne personne. Après, j'ai mon CRM, je me pense à le relance, follow-up et tout. S'il répond pas, vas-y, c'est pas grave, je continue mon contenu. Puis dans 3 mois, je le recontacterai et peut-être qu'à ce moment-là, ce sera le meilleur moment, tu vois. Mais pour moi, les sales, le métier va vachement évoluer, tu vois. Et en fait, ça va faire aussi que les boîtes, il y aura des vraies synergies entre marketing et sales. Là, c'est d'un côté les marketeurs, de l'autre les sales. Et puis, quand il y a des synergies, c'est le marketeur, tu vois, il a fait une petite newsletter, je sais pas, il a un lead magnet, et puis il va t'envoyer une liste de 1000 numéros de téléphone à appeler, tu vois. Mais c'est pas ça de la vraie synergie. Et je pense qu'on va aller vers un truc où on est obligé, tu vois. Le marché, il fait que, je suis un peu malade, donc désolé parfois si je tousse, mais le marché, il nous oblige à aller vers des choses plus, en fait, c'est plus logique, tu vois. Dans une boîte, ça a toujours été logique que le marketing doit bosser avec les sales, etc., tu vois. Mais l'argent faisait qu'on ne le faisait pas parce on pouvait ne pas, enfin, on pouvait se permettre de pas le faire. Là, je pense qu'on va devoir y avoir une transformation du métier de sales, une transformation un peu du métier de marketeur, où tu vas devoir bombarder sur du contenu pour te faire connaître, construire une belle marque, tu vois, faire grandir tout ça. Et les sales, ils vont pouvoir vraiment s'appuyer sur le travail du marketing. Donc moi, je pense qu'on va aller vers là et dans cette direction-là, tu vois. En tout cas, c'est la direction que j'aimerais voir, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Ben, moi, j'écoutais Gary Vaynerchuk il y a 3 4 ans et il disait déjà ça. Il disait que toute boîte doit devenir un média d'abord Ouais. afin de pouvoir bah, pour pouvoir vendre. Finalement, les mails, etc., voilà, c'est un peu mort. Euh, Par rapport à ça, justement, toi qui étais chez Lemlist, on peut parler, généralement, je pose la question, c'est quoi ta meilleure campagne? On peut parler de réussite aussi, si tu as envie. On parle de qu'est-ce que tu as fait pour toi où tu as tout pété, mais surtout, quelle est ta pire campagne, ton plus gros fail? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. On veut Ouais. voir du sang. Bah, chez Lemlist, le truc qui a trop bien marché pour moi, c'était le contenu. Franchement, je faisais tous mes objectifs de MRR avec du contenu, hein. On faisait D'accord. 6K par mois de MRR, je faisais que du content. Les séquences, c'était un truc où je m'amusais, je faisais Mumuse, et puis ça me faisait un lead magnet que je mettais sur LinkedIn et je générais encore plus de leads, tu vois. Donc, ça a été l'un des trucs qui m'a marqué chez Lemlist, mon passage là-bas. C'était, on n'avait pas la meilleure, enfin, on n'avait même pas le meilleur process sales. C'était, tu sais, on ajoutait 1 million d'ARR tous les mois et demi. C'était toujours la guerre, hein. Aucun sales process pouvait soutenir ça, tu vois. Du coup, on bricolait. Et dans ce bricolage-là, franchement, le truc qui fonctionnait le mieux, c'était vraiment le content. Moi, je l'ai compris, tu vois. Et les meilleures séquences que je faisais, pardon, c'était pas des séquences. C'était, tu vois, j'envoyais Hello, comment ça va sur LinkedIn. Et puis en fait, comme je faisais des posts tout le temps, les gens ils me répondaient: ah bah ça va trop bien Marwan, tu racontes quoi de beau, nanana et tout. Bah moi je fais ça, et toi le business ça se passe comment? Ah t'as des problèmes sur l'outbound? Bah vas-y viens on fait un call, genre. Et je faisais que ça, tu vois. Ah, Après, hors c'est beaucoup plus Lemlist, facile. chez Refty, la meilleure truc.
la meilleure T'as dit quoi? Je dis, c'est beaucoup plus facile quand tu fais ça. Mais en fait, c'est plus facile quand t'as une brand et que tu fais du contenu. Genre maintenant, regarde, je te donne un exemple, c'est hyper extrême. Mais si demain, tu recrutes Emmanuel Macron dans ta boîte et qu'Emmanuel Macron il t'envoie des séquences en outbound, tu lui réponds, tu vois, parce qu'en fait, tu le connais, il fait du contenu, c'est une star, entre guillemets, influenceur. C'est la même chose, tu vois. Si tous les jours je fais du post sur LinkedIn en parlant de sales, que je dis des trucs qui sont pas débiles, au bout d'un moment, les gens ils vont se dire, ah bah Moran, il est bon en sales. Tu deviens un peu un influenceur ou en tout cas un leader d'opinion dans ta niche. Et quand tu contactes des prospects, ils ont pas de raison de pas te répondre, tu vois. Si demain, tu vois, à la fin, je sais qu'il y a une petite question où je te partagerai trois personnes que je recommande, tu vois, dessus. Si ces gens-là, ils m'envoient un message, mec, je réponds en direct, tu vois, ils sont au top de ma liste, je réponds en premier à ces personnes-là, parce que c'est des leaders d'opinion et tout. Et donc tu vois, l'outbound, il est facilité quand tu fais du bon contenu et que tu as une bonne marque. Après, un autre truc, encore une fois, qui illustre bien ça, c'est chez Refty, on galérait, on targetait les recruteurs des RH, etc. Tu vois, Head of Talent et autres. Pire ICP du monde. Je sais quelqu'un a un ICP pire que ça, qui me le dise, je suis trop curieux de voir. Ces gens-là, ils te répondent jamais. Ils ont pas le temps, ils sont pas respectés dans leur boîte. Tu vois, on pense que le recrutement c'est facile. Ils ont pas les outils, ils gèrent un milliard de trucs. Et en plus de se faire prospecter par toute la planète, bah, ils se font aussi targeter par les candidats, tu vois. Donc, pire ICP. Eux, ils nous répondaient jamais. Alors qu'on faisait des vidéos personnalisées, comme je t'expliquais, on analysait leur funnel, leur process de candidature et tout, et on partageait du feedback. Ça marchait pas. Du coup, à un moment, je me suis dit, bon, bah, vas-y, faut que je trouve autre chose. Ce que j'ai fait, c'est qu'on avait un compte TikTok qui tournait, qui faisait 2 millions de vues par mois. On parlait à des candidats. J'ai sorti dans le CRM toutes les personnes qu'on avait contactées qui nous ont jamais répondu. Et je les ai follow-up en leur disant, hello, je fais des vidéos sur TikTok, on fait 2 millions de vues par mois, est-ce que vous voulez discuter avec moi, tu vois? Et là, tout le monde a répondu. Et on bookait des calls comme ça à l'appel, et let's go, tu vois. Et après, encore plus concret, en physique, je suis parti à Vivatech pour parler à toutes les grandes boîtes. Dès que j'arrivais, j'allais voir une personne à l'accueil et je disais, bonjour, je suis créateur de contenu, je fais 2 millions de vues par mois. Est-ce que je peux parler à votre DRH, tu vois? Le DRH, il venait tout de suite. Et du coup, il venait, il me parlait, il me donnait, tiens mon numéro, tiens mon email, refollow up moi, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, tu vois. Et du coup, le contenu, je l'utilisais comme porte d'entrée, tu vois. Et en fait, quand t'as ça, bah, rien ne t'arrête. Donc, tu vois, ça, c'était un peu les plus gros succès. Après, en fail, un qui m'avait bien marqué, c'est que j'avais bien fail un deal qui était gros en plus chez Lemlist avec une boîte qui s'appelait Skello parce que j'avais mal géré le truc, tu vois. J'avais mal suivi, j'avais pas donné de cadre et c'était le bordel. C'est une boîte, je sais plus Skello, c'était peut-être une trentaine de sales, donc c'était une trentaine de licences, donc c'était un gros deal pour Lemlist, tu vois. Et, euh, et du coup, je les gère. On fait pas trop de free trial d'habitude, mais là, on fait un free trial sur un mois. Et puis je parle avec les growth, etc. Et moi, je pars du principe qu'ils maîtrisent tout ça. En fait, je pars du principe que la boîte est structurée, tu vois. Et que ils vont être, et que ils vont être assez structurés pour se débrouiller avec le free trial et faire les choses bien comme il faut, tu vois. Pire erreur qu'un sales puisse faire, tu vois. Et du coup, au bout d'un mois, ça marche pas. Il y a eu des bugs sur l'Emlist en plus, je crois. Eux, ils ont pas eu le temps de tout setup. Et du coup, on se retrouve en mode, bon, bah, le free trial est terminé. Vous avez pas expérimenté le truc, ça marche pas, c'est la merde. Plein d'erreurs de mon côté et tout, tu vois. Et je sens que je vais perdre le deal. Surtout que l'Emly, c'était pas une boîte qui closait des grosses scale-up comme ça, tu vois. On avait très peu de scale-up à l'époque, c'était pas l'ICP, je sais pas si ça a changé de leur côté, mais c'était pas du tout l'ICP. Du coup, c'était vraiment un gros deal et tout, il fallait qu'on le close, tu vois. Et, euh, et en fait, je donne zéro cadre, c'est le bordel, je me rends compte que j'ai fait de la merde. J'échange avec Simon, qui était sales chez Lemlist, qu'il est toujours d'ailleurs, qui a un peu plus d'expérience que moi, et je lui partage tout ça, et je lui dis, mec, j'ai trop merdé, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Et en fait, je me rends compte que le meilleur truc que je puisse faire, c'est recontacter le prospect, donc Skello, en leur disant, en plus, ils étaient trois dans la process. Enfin, c'était compliqué, tu vois. Dans trois teams différentes, le growth, les SDR, les AE, enfin bref. Donc pas les mêmes besoins. Moi, j'ai fait vraiment de la merde. Donc là, je les recontacte et je leur dis, ok les gars, j'ai fait trop de la merde. Je suis désolé, c'est de ma faute, tu vois. On n'a pas l'habitude de gérer ce genre de deal et tout. Je pensais que le truc était assez cadré. Je prends toute la responsabilité de l'échec de ce POC. Excusez-moi, tu vois. Et en fait, je suis pas transparent avec eux. Je leur dis, excusez-moi, on n'a pas l'habitude, je fais pas ça, c'est mon premier deal un peu conséquent où on fait des POC et tout, c'est pas dans nos process de vente, on ne le fait jamais. Du coup, voilà, j'ai fait, tu vois. Pardon, mais à culpa, tu vois.
Et en vrai, ça, c'est un truc que je vois, il y a très peu de sales font, mais ils ont peur, tu vois, je sais pas pourquoi. Moi, c'est trop bien passé. Ils m'ont tous dit, vas-y, c'est pas grave, t'inquiète, nous aussi ça nous arrive, on connaît, patati patata, etc. Une fois que j'ai bien désamorcé le truc, tu vois, et qu'en fait, j'ai fait mon mea culpa et que j'ai pu, en plus, dans le mea culpa, expliquer, ça, je l'ai mal fait, ça, j'ai mal fait, ça, j'ai mal fait, ça, j'ai mal fait. J'ai pu leur dire, ok, on repart sur un POC de 1 mois, et cette fois, on va cadrer ça comme ça. Ici, ça va être les objectifs que vous devez atteindre. Qu'est-ce qui se passe si on atteint ces objectifs-là, tu vois? Combien de licences on signe? Enfin bref, j'ai pu tout recadrer, tu vois. Et ça, je me souviens que c'était un des gros fails que j'avais eu chez Lemlist, c'était j'avais foiré le deal, tu vois. Et après, d'ailleurs, je crois qu'on l'a pas signé ou ils sont partis sur un petit POC, je me souviens plus trop. Mais parce que pareil, l'outil était pas forcément adapté. Enfin bref, c'était plus côté outil. Mais au moins, tu vois, j'avais fail royalement. Ensuite, je m'en suis rendu compte. Je l'ai dit ouvertement. Tu vois. Je sais pas essayer de trouver des trucs pour faire passer la pilule ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit, ok, désolé, j'ai fait de la merde. Et ça, Mhm. vraiment, tu vois, souvent, en plus, on me contacte. Des fois, je suis sur des masterminds, tu vois, où on s'échange entre CEO, sales et autres des tips. Et souvent, on me dit, ouais, les gars, j'ai merdé un process de vente et tout. Comment est-ce que vous faites pour rebondir et essayer de récupérer le truc, tu vois? Et en vrai, moi, je leur ai dit, mais les gars, enfin, dis-lui simplement, tu vois, j'ai merdé et j'ai merdé ici, je suis désolé, parce que si, parce que ça, parce que machin. Et sois transparent. Et les gens ont trop peur de le faire. Et il y en a plein qui le font pas, tu vois. Et donc ça, c'est un bon conseil et tout. Moi, je l'avais fait, c'était trop bien passé. Et après, voilà, une fois que tu as expliqué pourquoi t'as merdé et que tu l'as dit de manière transparente, tu peux réenclencher en disant, je suis désolé, j'en assume la responsabilité. On peut repartir sur un POC si vous voulez. Cette fois, je sais ce qui a merdé, donc je recadre le truc, tu vois. Tu poses les conditions et tout, et tu leur dis, est-ce que ça vous convient? Et en vrai, franchement, il n'y a pas de raison que le client, le prospect dise non, tu vois. Tout le monde fait des erreurs, c'est des boîtes, eux aussi ils ont déjà merdé des deals et tout, ils savent ce que c'est. Et en fait, le fait d'être transparent, ça montre que tu peux être quelqu'un de confiance, tu vois, qu'on peut avoir confiance en toi. Que je suis pas là pour te bullshit et te vendre mon truc à tout prix. Moi, je voulais t'aider, je l'ai fait de la mauvaise manière. Je vais essayer de te réaider, tu vois, proprement. Et ça, c'était un gros fail qui d'ailleurs qui a pas amené à un closing, donc tu vois, c'est pas un succès. Mais j'ai pas mal appris de cet échec-là, tu vois. Ouais, c'est cool parce que moi je pensais que tu allais me faire le storytelling de ça a réussi, tu vois, le film américain de échec, bam, on a réussi. Donc, je me disais non, il va quand même pas me Non, faire ça. Mais tu c'est vois, le cool. seul truc qui a réussi, c'est qu'ils ont accepté le fait qu'on refasse un nouveau POC, ils ont compris, et puis voilà, et là, ils sont pas clients, je crois pas, de l'Emlist et autres. Donc, tu vois, ça, à la fin, au final, ça a pas, c'est pas passé. Mais moi, en tout cas, j'ai appris de ouf de ça. Maintenant, j'ai plus peur de dire à un client, j'ai fait de la merde, je suis désolé. Parce que de toute façon, on fait tous parfois des erreurs. Enfin, tu peux pas tout gérer à 100% et tout. Parfois, ton client, il peut faire aussi un peu n'importe quoi. Et donc, tu peux aussi dire, bon, bah, moi, j'ai fait ça n'importe comment. Toi, t'as un peu fait ça. Tout à fait que c'est un peu le bordel. Et voilà, c'est mon rôle de sales, de cadrer le process de vente. Donc, même tes erreurs, j'en prends la responsabilité. Elles sont dues au fait que j'ai mal cadré le truc. Excuse-moi. Est-ce qu'on peut repartir sur de bonnes bases, tu vois? Et en vrai, enfin, je sais pas, Justement, est-ce que toi, t'es un prospect, tu t'imagines, il y a un gars, il vient, il te dit, excuse-moi, tu dis non, je t'excuse pas, tu vois. Personne ne va dire ça. Et donc, du coup, tu vois, en fait, les gens sont bienveillants, en vrai, de nature, ils sont pas méchants, donc, quand tu t'excuses, ça passe. mais justement, ce que tu disais par rapport à ça, c'est que beaucoup de gens hésitent à le faire, etc. C'est parce qu'on sait que voilà, le métier ou le profil des sales, généralement, c'est pas les gens les plus modestes. Il y a quand même une bonne confiance en soi, c'est bien. Il y a un petit peu saupoudré d'arrogance de temps en temps, on va pas se mentir. Et donc, parfois, ça fait très, très mal à l'ego. Et justement, comment est-ce que tu vois ça, ce rapport à l'ego en tant que sales? Et puis, on passera sur l'aspect plutôt mental. Mais d'abord, le rapport à l'ego m'intéresse quand même. Je sais pas trop, en fait, je pense, moi, mon avantage, c'est que je suis un sales marketer. Du coup, je réfléchis tout un peu en mode marketing. Du coup, je sais que la transparence, si je fais ci, tel comme ça, tu vois, genre, les moves que je mets en place, ils Mhm. vont amener à tel comportement en face de moi, tu vois. Et du coup, l'ego, en fait, je m'en fous un peu. Moi, ce que je veux, c'est que mon prospect y réponde de cette manière-là. Et du coup, si le meilleur chemin pour que mon prospect, le deal soit pas perdu, qu'il revienne et qu'on fasse ça, c'est de lui dire, c'est moi qui ai fait de la merde. Moi, en tant que marketeur, j'y vais les bras ouverts, tu vois. Let's go, Mhm. je te le dis, j'ai fait n'importe quoi, etc., tu vois. Donc, je pense que c'est ma vision un peu du marketing de, on peut tout marketer, tu vois. Même un bad buzz, tu peux le marketer.
moi, je pense que tu peux tout marketer. Et donc, du coup, même une erreur, je la market, tu vois. Une erreur, j'en fais un post LinkedIn qui, derrière, me génère plus d'opportunités business. Tu vois, j'ai un peu cette vision-là. Donc, du coup, l'ego rentre pas trop en jeu. En plus, je pars du principe qu'il y a des gens qui sont 10 000 fois meilleurs que moi. Tu vois, je m'ai invité au podcast, je suis trop content et c'est grave un marqueur euh, d'expertise. Mais il y a des gens qui sont encore meilleurs que moi, tu vois. Et du coup, une fois que je suis conscient de ça, l'ego, il sort un peu, tu vois, je m'en fous un peu. Moi, mon seul objectif, c'est que le business il tourne. Surtout que maintenant, en plus, j'ai peut-être aussi cette posture de CEO où j'ai vu à quel point c'est difficile de lancer une boîte. Et donc, du coup, le seul objectif, l'objectif final, c'est que la boîte, elle marche, tu vois. Si je dois te dire, j'ai fait de la merde, let's go. Si pour que ma boîte, elle fonctionne, je me rends compte qu'en fait, maintenant, je suis plus la meilleure personne pour faire le 1 à 10 et que j'étais juste là pour faire le 0 à 1, pareil, tu vois, je quitterai et j'essaierai de quitter de la meilleure des manières, ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait la bonne personne pour faire le 1 à 10. Et du coup, quand tu as tout ça, euh, l'ego il sort, tu vois. Quand t'es juste un sales dans ton coin et que tu veux faire le sales, être le meilleur de ta team et tout, peut-être que là t'as des gros trucs d'ego. Moi j'ai la chance de pas avoir ça puisque j'ai baigné dans le marketing et tout ça, tu vois. Ok, c'est cool. Maintenant, justement, un côté qui est commun chez les sales, mais encore plus maintenant que tu as la cape du SEO, le côté mental. C'est-à-dire qu'en tant que sales, il y a des jours où ça va, tu es trop, trop, trop content, et des jours où il n'y a rien qui va. Comment est-ce que tu Ouais. fais? C'est quoi ce côté mental? Parce que on va pas se mentir, le sales, c'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup d'échecs. On parle toujours de réussite, mais il y a beaucoup d'échecs quotidiens, parfois plusieurs la même journée. Ouais. Et donc, comment garder ce mental correct, positif, et ne pas se dire, bah, c'est pas fait pour moi. Ouais, je sais pas, c'est dur. Je pense, je suis pas un coach en préparation mentale ni quoi que ce soit, tu vois, mais je pense que ça peut-être un peu dans ma personnalité. Moi, j'essaye toujours de relativiser, de me dire, bon bah c'est pas passé cette fois-là, ça passera une autre fois, tu vois. Et je sais aussi que ça passe pas tout le temps, en fait. Tu vois, quand t'envoies 100 emails et que t'es trop fort et que t'as 10% de taux de réponse, bah tu vois, même si t'es trop fort, t'en as 90 qui t'ont pas répondu, tu vois. Mhm. Et du coup, bah en fait, t'auras toujours plus de fails que de réussites. Après, une fois que t'es un peu à l'aise avec ça, faut juste te dire, bon bah là, j'ai échoué 9 fois. En général, la 10e fois, ça passe. Donc, faut pas que je m'arrête, tu vois, que je continue. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Euh, J'essaie de pas être solo aussi, tu vois. Chez Lamis, on avait une team, c'était bien. Moi, je pouvais échanger avec tout le monde en leur disant, bah voilà, coup de mou, je sais pas trop quoi faire, vas-y, c'est chaud en ce moment. Tu vois, bon, c'était pas chaud d'un point de vue objectif chez Lemlist, ça tournait, mais des fois, il y avait des trucs qu'on faisait qui étaient compliqués et et moi, j'y arrivais pas. On s'entraidait, et puis après, il y en a un autre qui arrivait pas aussi. Tu vois, c'est un peu ce truc de faut qu'on se tire tous vers le haut. Donc, je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur l'équipe pour garder le moral. Surtout se dire que, bah, de toute façon, que tu peux faire ce que tu veux, tu contrôles pas, tu vois, ce que ton prospect va te dire au Mhm. téléphone et s'il va closer et s'il va pas closer. Toi, tu peux juste faire de ton mieux. T'as fait de ton mieux, let's go. Après, faut pas oublier aussi que quand tu es un sales, le closing, il dépend pas de je suis le meilleur closer, tu vois. Il y a plein Mhm. de choses qui rentrent en compte. Est-ce que le marketing, ils ont fait un bon taf? Est-ce que la brand, elle rentre en résonance avec ton prospect, tu vois? Tout ça, c'est des facteurs qui font que ça va améliorer ton taux de closing. Toi, tu t'en rends peut-être pas compte parce que tu te dis, je suis trop fort. J'ai appelé j'ai fait un cold call, j'ai booké un call direct. En fait, ça se trouve, le gars, il a vu 10 pubs avant, tu vois, sur Facebook Ads et du coup, maintenant, il est prêt à échanger avec toi. Mais du coup, faut que tu te dises que l'échec, c'est pas de ta faute, tu vois. Genre, t'as merdé un peu sur le closing, bon bah ça arrive un peu à tout le monde, tu vas t'améliorer sur les prochaines fois, tu peux pas tout réussir, et en plus, le marketing, ils ont peut-être fait aussi pas, c'était peut-être pas les meilleurs au marketing, et puis le produit, fondamentalement, c'est peut-être pas le meilleur produit du monde, tu vois, et toi t'essayes de vendre un truc qui est pas ouf, donc bah des fois ça reste compliqué. Donc tu vois, il y a plein de facteurs qui font comme ça reste complexe. Moi, j'ai jamais eu trop ces problèmes de mental, parce que aussi j'ai travaillé dans des boîtes où j'étais euh, où je croyais en produit, tu vois, et où je faisais un peu de market. Et donc, du coup, s'il y avait des problèmes, ça retombait sur moi, tu vois. Parce que le produit, j'y croyais et il fonctionnait et j'étais convaincu et donc, tu vois, il n'y a pas ce problème de le produit est nul, donc j'arrive pas à vendre. Mhm. Même si parfois chez la mise, tu vois, c'était le cas. Le produit était pas nul, mais il nous manquait des intégrations. Et du coup, bah, ok, je peux être le meilleur sales du monde si j'ai pas l'intégration que le user il veut, genre, je le closerai jamais, tu vois. Donc, il y a des Mhm. trucs, des fois, qui sont pas de ma faute.
Et ensuite, au marketing, chez Lemlist, on avait une belle brand, on faisait du bon contenu. Moi, je faisais du contenu aussi, donc ça marchait. Donc, tu vois, tout ça fonctionnait. Et chez Refty, j'avais cette responsabilité de créer du contenu, de construire la marque. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, tu vois, je vais toujours, en tant que sales, dans des environnements où je limite mon risque d'échec à cause des autres. Et ou si j'échoue, c'est principalement à cause de moi, tu vois. Et donc, du coup, si c'est à cause de moi, j'ai le contrôle sur ce que je peux faire, je peux m'améliorer, je peux me prendre une formation, je peux écouter deux trois podcasts pour m'améliorer, etc., tu vois. Et ouais, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaie d'être le plus positif possible et de me dire, est-ce que je suis dans le bon environnement? Oui, non. Est-ce qu'il y a le bon produit, il y a le bon marketing, il y a ci, il y a ça, tu vois. Et ce côté-là, justement, communauté, on va dire, où voilà, tu avais ce côté chez Lemley, chez Refty quand tu étais entouré, maintenant tu es un peu plus isolé, même si tu as des associés. Euh, Nous, on est en train de penser justement à créer une communauté parce qu'on a remarqué que beaucoup de sales, quand ils devaient échanger avec leur head of sales, ils avaient peur d'être un peu vulnérables, etc., quand dans des ambiances malveillantes. On se disait aussi que voilà, un espace où échanger, ça peut être cool. Est-ce que toi, tu vois qu'il y a un besoin sur le marché ou est-ce que voilà, nous, ça sert à rien? Moi, je suis plus sales, tu vois. Donc, je serais potentiellement le moins bon ICP pour t'en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, à mon niveau, dans mon spectre à moi, tu vois, dans mon scope, je fais des masterminds pour pouvoir justement échanger avec d'autres personnes et avoir du feedback, partager mes échecs en toute transparence, que eux me partagent les leurs et qu'on se dise avec de la transparence, tu vois, là on fait tant de MRR, on fait ci, on fait ça, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, c'est quoi votre avis? Parce que tu vois, sur LinkedIn, c'est bien beau. Après, bon, moi j'essaie d'être transparent à fond, donc tout ce qu'on fait, on le partage pour de vrai. Mais les gens en face de moi, ils le font pas, tu vois. Donc t'as des gens qui vont dire, nous on fait 15 000 de MRR, on est trop fort, on l'a fait en un mois. En fait, derrière, ils ont 12 unfair advantage que toi t'as pas. Ils ont eu un coup de chance sur ci, ils ont eu un coup de chance sur ça. Tu vois, et c'est pas, ça traduit pas la réalité. Donc moi déjà à mon niveau, j'ai besoin d'avoir des groupes comme ça pour pouvoir échanger avec des gens. Donc j'imagine que tu vois, il y a le même besoin sur des sales. C'est cool. J'ai encore 20 000 questions, mais j'ai envie de passer à la deuxième partie. Parce que sinon, on va jamais Vas-y. finir, toi et moi. On se connaît, on sait comment ça parle. J'ai envie de passer à la deuxième partie, comme ça, brut. Cash, on passe direct. La deuxième partie qu'on appelle Fast and Celsius. Donc ici, moi, comme je t'ai dit, sur le sujet de l'échec et de la discussion avec toi, je peux continuer, mais vraiment 3 heures. Mais on va essayer de rester court et concis. Donc ici, je vais te poser des questions. One shot, tu me réponds. Parfois, je commenterai, mais la plupart du temps, je veux juste ton avis et sans Ok, jugement. Je ok, te jugerai ok. parfois, mais voilà, on le dira pas. Et, euh, et voilà. Donc, première question, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné en tant que sales? Ou qu'on t'ait donné tout court? En tant que sales, c'est bosser sur mes phases de découverte. Ok. Et le pire? Le pire conseil, sales. Franchement, j'ai eu de la chance, j'en ai pas trop eu parce que j'ai pas été dans des mauvaises boîtes. Je pense que le pire conseil sales, c'est de te faire croire que des outils, ça peut t'aider. Ok, ça c'est cool. Euh, enfin, la question qui s'enchaîne, c'est quoi l'outil indispensable pour un sales? Un CRM, Pas mal, pas mal. Le hack qui a changé le game pour toi? le contenu. Quand j'ai compris que le contenu, ça me ramenait du lead et que le contenu, je pouvais l'utiliser pour faire de la haute vente. Là, vraiment, je suis passé dans un autre délire. J'ai fait une step en plus, tu vois, parce qu'il y en a plein qui font que du content. Mais quand j'ai compris que je pouvais utiliser le contenu pour faire de la haute vente, mais pas juste une séquence où j'envoie un article de blog, tu vois, là, ça a tout changé. Mais justement, toi, ça c'est un point hyper important. Je m'arrête là-dessus. Comment est-ce que, voilà, t'as fait du contenu chez Refty, t'as dit, t'es venu avec la porte d'entrée de je fais 2 millions de vues. Mais sinon, comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui voudrait commencer à faire du contenu, mais pas juste du contenu pour des likes, du contenu qui permet de convertir? Déjà, il faut commencer à faire du contenu et il faut être régulier, donc il faut le faire tout le temps, etc. Tu vois. Il y a plein de conseils sur mon profil LinkedIn sur le sujet. Je partage tout le temps mes méthodos. Et, et ensuite, t'es pas obligé de faire des millions de vues, de je sais pas quoi et tout. Tu vois, un truc tout bête, tu vois. Euh, Tu veux un autre truc que j'avais testé, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire très profondément, tu vois. Mais une fois que j'ai toutes mes médiums, je sais que je vais faire du TikTok, que je vais faire du blog, que je vais faire des podcasts, que je vais faire ci, que je vais faire ça. Sur chaque typologie de contenu, je peux l'exploiter pour faire de la haute bande. TikTok, exemple. Coucou, je fais 2 millions de vues par mois. Est-ce que tu veux passer sur le compte TikTok? Tout le monde te dit oui, tu vois. Mais sur le blog, moi j'avais commencé aussi à envoyer des séquences à plein d'autres personnes plus spécifiques en leur disant
coucou, j'ai vu que t'étais Head of Talent sur tout le truc, machin. Tu parles de diversité. Est-ce que ça te chauffe d'écrire un article de blog sur notre blog sur la diversité, tu vois? On fait 2000 visites par mois ou un truc comme ça, tu vois. C'est beaucoup moins, mais les gens, ils apprécient, tu vois, ces choses-là. Et du coup, bah, au lieu de faire de la prospection pour te dire j'ai le meilleur SaaS du monde, viens, je te fais une démo, je te disais, bah, viens écrire un article de blog pour moi. On fait copain-copain. Ensuite, pendant le call, je te présente ma boîte. Et puis après, je te dis, au fait, je serais chaud d'avoir ton feedback. Est-ce que je peux te présenter notre solution? Et de fil en aiguille, tu peux faire comme ça. Tu peux lancer un podcast où tu invites que tes prospects, tu vois. Il n'y a pas de raison de pas inviter tes prospects à un podcast. Et donc, en fait, faut juste se poser, réfléchir, avoir les bonnes stratégies. Mais ouais, ça, c'est le meilleur truc T'inquiète. que À j'ai la fin, je craqué, vais te tu vois. vendre un truc. T'es pas prêt, mais t'inquiète. À la, Vas-y. à la fin, tu vas sortir la carte bleue. Euh, pour toi, est-ce que le sales, c'est inné ou c'est vraiment pour tout le monde? Non, c'est tout le monde. Pour moi, je reviens au premier conseil qu'on m'a donné. Une bonne phase de découverte, avec la bonne structure. Si tu l'apprends, tu peux plus ou moins gérer, tu vois. C'est quoi la bonne structure pour toi? Il y en a plein. Moi, j'aime bien les. En fait, bah, enfin, ça s'adapte. Oh, purée, tu me fais tousser là. Non, mais ça s'adapte, tu vois, à ton business. Moi, la structure que j'avais chez la ce que j'aimais bien, c'était on commençait par te demander pourquoi on échange maintenant tout de suite. Du coup, j'arrivais à sortir plein d'informations sur c'est quoi un peu tes enjeux, tu vois. Et puis ensuite, moi, je posais plein de questions. Je creusais sur le process de vente, comment est-ce que ça se passait, tu vois, la stack, les trucs, les machins. Je notais tout. Je notais dans un coin, sur un bout de papier, les plus gros pain points, tu vois. Et ensuite, je faisais reformulation du besoin avec les gros pain points. Ensuite, je mettais un petit coup de social proof en mode avant la démo, avant de partager mon écran. Je disais, bon, bah, ces pain points, ils me font penser à tel client qu'on a accompagné et maintenant il a tel résultat. Je te partage mon écran. Un petit truc aussi que j'aimais bien faire pendant que je partage l'écran, c'est je disais, ok, si ce que je te montre, ça te permet de résoudre du coup point 1, point 2, point 3, quand est-ce que on démarre ensemble, tu vois. Genre, je le projetais déjà. En fait, j'essayais déjà de le closer avant même de faire la démo. Mhm. Parce que comme ça, la personne, elle me dit, bah, moi, si tout répond, tu vois, on commence la semaine prochaine. Et du coup, après, je faisais ma démo, je faisais un focus que sur ces pain points. Ça sert à rien de faire un tour de l'outil et tout, on s'en fout. Et à la fin, je lui disais, bon, bah voilà, tu vois, je t'ai montré, cette features, elle répond à ce pain, est-ce que tu as, est-ce que on est d'accord sur le truc? Oui. Cette features, elle répond au pain que tu as, est-ce qu'on est d'accord? Ça répond au pain que tu as, est-ce que tu es d'accord? Oui, 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 oui. Ok, bah tu vois, tu m'avais dit que si ça répondait à tes problématiques, on démarrait dans 2 semaines. Vas-y, maintenant, next step, on prend un call et on attaque dans 2 semaines, tu vois. Et là, si ça bégaye, bah toi, tu as toutes les armes pour dire, bah attends, je comprends pas, tu m'as dit oui, maintenant tu me dis non, c'est quoi les problématiques? Peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien, explique-moi, je te réexplique, je te refais une démo. Mais tu vois, quand tu poses le cadre comme ça, après, ça se, ça se fait enfin, ça se fait relativement bien, tu vois. Mais le plus dur, toujours, pour moi, c'était de suivre cette trame-là, de pas décrocher, parce que parfois, tu as des users qui veulent aller vite, qui veulent faire la démo tout de suite, et c'est ça le plus compliqué, tu vois. Mes phases de découverte, plus important pour moi. Ok, j'aimerais savoir la personne que tu considères comme ton modèle ou en sales. En sales, Ouais. bah, Ah, parce que Laetitia, papa, tu vois. maman, Ouais. Non, non, Laetitia Fall, je trouve qu'elle est trop forte. Franchement, ouais, ben, j'ai de la chance de pouvoir échanger avec elle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Mais elle est trop forte. Pour moi, c'est l'une des meilleures. ben, je te dis la vérité. Maintenant, pendant qu'on parlait, donc avant l'épisode, on en a parlé un tout petit peu. J'ai rien fait. Pendant qu'on parlait, elle m'a envoyé un message de follow-up pour voir, parce qu'on est en train de synchroniser le tournage. Normalement, c'est dans 2 jours. Donc là, pendant qu'on parlait, j'ai vu la notif de sa part, donc c'est cool. Elle sera là et je me dirais, c'est la modèle Trop bien. de Mais ouais, Baba. mais pour moi, non, mais je le dis tout le temps. En plus, pour moi, Laetitia, c'est l'une des meilleures sales en France. Du coup, si je dois me prendre pour modèle quelqu'un en sales, c'est Laetitia en plus, tu vois. Elle a monté sa boîte, elle a monté toute sa team sales, elle a formé tout le monde, elle a revendu. Enfin, vrai sales. Spoil pas, s'il te plaît. Et donc, ta plus grosse erreur. Sur du sales Ouais, sauf si tu me ou, dis, ou en tout? Pouah, mec, j'ai fait tellement d'erreurs. Sur du sales, je pense que ça a été toujours de penser qu'apporter de la valeur, ça suffisait et que du coup, j'étais pas structuré dans mes calls. Une fois que j'ai débloqué ça, même tu vois, sur le pipe drive à l'époque, je faisais 1000 de MRR. Dès que j'ai mis la structure, boum, je passais à 6000, tu vois. Genre, c'était facile de closer. Donc ça, c'était sur ma la plus phase grosse erreur sales. Discovery, c'est ça, Ouais, ouais, de hein? ouf. Ouais. Phase de découverte, bien structurée et tout. Pour moi, il y a 80% du business qui se passe à ce moment-là. Après, c'est que du follow-up, etc., tu vois.
Donc ça, c'était mon plus gros échec sales. Et après, plus gros échec en global, mec, il y en a tellement. Genre, déjà, Track, ça fait 1 an qu'on fait que d'échouer. Donc, donc tu vois, j'ai pas fait de pack d'associés. Mon CTO, il est parti avec le code. Il y a eu plein d'erreurs. Mais je pense que c'est des erreurs que j'aurais plus anticipé celle-ci, mais je suis content de les avoir faites, tu vois. Donc, Ouais, c'est euh, cool. donc ouais. Je pense la plus grosse erreur, c'est toujours de pas se lancer vite, tu vois. De penser qu'il faut attendre, attendre, attendre. Pourquoi devenir sales pour toi? Parce que c'est peut-être pas le métier avec le potentiel d'évolution le plus stylé, parce qu'après, une fois que t'as fait sales, tu peux faire head off et trucs comme ça, mais enfin, sur le papier, c'est ce qu'on imagine, mais en vrai, un bon sales, c'est un bon CEO, il peut faire ce qu'il veut, il est capable de tout vendre. Normalement, il est capable de bien se présenter. Et enfin bref, il y a des patterns qui font que tu peux réussir dans plein de domaines. Et ensuite, si t'es un bon sales, normalement, si tu te débrouilles un peu et que t'es pas trop à l'ouest, tu peux être un bon marketeur, tu vois. Parce que c'est un peu les mêmes choses. Un bon marketeur, c'est un bon sales, etc. pour moi. Et donc, du coup, c'est le skills qui est un peu le plus important pour moi. Et que quand tu le maîtrises, bah, il y a tout qui déroule, tu vois. Parce qu'en fait, un marketeur, il essaye de vendre sans faire de call, tu vois. Si je Ouais. grossis le truc. Mais du coup, pour faire T'es ça, un il faut sales savoir vendre, tu fainéant. vois. Ouais, tu vois. Et pour faire ça, il faut savoir vendre. Donc, il faut comprendre sa cible, il faut faire plein de choses qui sont similaires à ce que pourrait faire un sales. Donc, non, c'est trop important de savoir vendre. Savoir vendre. Et, euh, et dis-moi ce que tu détestes en sales. En ce moment, il y a un truc que j'aime pas, c'est que les sales, genre, c'est tout bête, hein, mais je tire trop la gueule pendant les calls. Je sais pas, moi, je viens dans un call sales, je te donne de mon temps, euh, arrête, enfin, je joue pas ta vie, tu vois. Crée de la relation avec moi, amuse-toi, montre-moi les trucs, viens, on rigole, sois pas sérieux, figé dans ton truc à me présenter tes features, alors je m'en fous, tu vois. Moi, je veux savoir comment tu vas m'aider, tu vois. Donc, c'est ça Mhm. mes problématiques, vas-y, on discute, accompagne-moi, etc., etc. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup et du coup, ça m'énerve un peu. Je comprends pas trop, tu vois, pourquoi les sales sont pas comme ça. Moi, dans mes coachs, j'étais toujours en train de rigoler. Je faisais des petites blagues, des trucs, des machins à droite à gauche parce que le plus important dans le business, c'était de créer de la relation, tu vois. Donc, je voulais créer de la relation avec les gens avec qui j'ai discuté, tu vois. Et donc, je sais pas, peut-être que c'est de nature, mais j'arrivais bien à faire ces petites blagues, ces petits trucs, ces petites transitions. Je sais pas, je fais un call, mon client derrière, il y a son bébé qui pleure, bah, tu vois, je fais une petite blague et je lui dis, bah, vas-y, c'est pas grave, va chercher l'enfant, on revient, machin. Enfin, tu vois, c'est pas oh le bébé il pleure, qu'est-ce que je fais, ma structure, j'arrive plus à la suivre, tu vois, genre Mhm. détente, tu vois. Ça c'était le premier truc. Et après un autre truc. Du coup, je dévie sur la question, on a deux. Mais moi, j'aime pas qu'on me force à faire des call sales. Des fois, je veux tester l'outil tout seul dans mon coin. Je veux faire ci, je veux faire ça, et je veux parler à un sales que quand j'en ai besoin, tu vois. Et des fois, on me force à parler à un sales et ça me saoule. Et du coup, j'arrive dans un call sales alors que j'ai pas envie de parler avec la personne, donc c'est encore pire, tu vois. Pour tout le process, pour tout. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas aussi. Mais c'est très orienté SaaS quand même. Ça, j'avoue, les SaaS qui te mettent pas de free trial, qui te mettent direct des mots, ça fout des mots. Euh, le livre, le podcast ou la vidéo qui a vraiment changé ta vie ou que tu recommandes. Bah, je lis pas beaucoup. Donc Ok. déjà, tu vois, je vais pas dire Atomic Habits, je sais pas quoi. Je- Genre moi vraiment, je suis pas dans ce délire-là. Et les podcasts je sais pas s'il y a des podcasts qui m'ont vraiment marqué. Si, il y a un podcast qui m'avait marqué au tout début, ça s'appelait Nouvelle École. Il fait plus d'épisodes, mais ça m'avait vachement marqué. Il est passé sur Netflix maintenant, ils ont changé le délire. Ouais. Là, mais ce podcast-là, j'ai bugué. Il était vraiment cool. Je me souviens qui le présente, tout ça. Mais je l'écoutais il y a très longtemps et les premiers épisodes, je les trouvais trop cool. Mais je pense que c'était aussi mes débuts dans l'entrepreneuriat et donc tout ça, ça me fascinait, tu vois. Donc ouais. Mais sinon, il n'y a pas de podcasts qui m'ont marqué en mode waouh, c'était incroyable et tout, tu vois. Ouais. Ouais, ça, c'est parce que t'as pas encore écouté Salesforce. Dès que ça arrive, tu vois. Prochaine Peut-être. émission. Faudrait que Ah, je rigole, j'écoute. je rigole. Pour finir, les 3 personnes que je dois absolument inviter. Bah, Laetitia Fall pour du sales. Là, je vais donner que du sales. Il y en a un autre, je sais pas si tu arriveras à l'inviter, mais parce que c'est aux US, moi je suis beaucoup les gars aux US, c'est Morgan G. Ingram, qui est un bon sales, tu vois, et qui en plus fait beaucoup de contenu. Donc, bonne personne. Et ensuite, il y a une personne qui s'appelle Laurent Sebarek, tu vois, qui est passé sur le podcast justement de Laetitia Fall, premier épisode.
Et si quand même, tu vois, cet épisode-là, il m'avait bien marqué. Je me suis dit, ah, c'est la première fois que j'écoute un podcast sales où c'est pas trop bullshit, je sais pas comment expliquer, tu vois. Mais où Mhm. je sentais que le gars, il était chaud, tu vois. Et du coup, il est dans une boîte qui s'appelle Winning by Design et ils sont très forts en sales. Donc, s'il y a bien des gens à suivre, tu vois, c'est eux. C'est eux. Ça va, c'est parfait. On va travailler notre anglais, on va les inviter. Et c'est cool. En tout cas, Marwan, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là et surtout, on l'a reporté parce que t'étais malade. T'es encore malade. Ouais, Euh, un petit peu, je reviens. Huit, force. 8 jours, frère. Le pire Et truc donc, pour un entrepreneur. courage et merci. Donc, retrouvez-le sur LinkedIn, Marwan Wada. On mettra le nom, etc. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il répond assez souvent, très rapidement. Il fait des bons posts, souvent marrants. Ça, c'est assez cool. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Marwan, merci beaucoup. Trop bien. Merci à toi, Youssef. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.